Je croise les mains sur la table de la défense et je compte les rainures du bois. 17. Je les compte une deuxième fois. De l'autre côté de l'allée, mon beau-frère s'essuie les yeux avec un mouchoir impeccablement repassé, expliquant au juge que je perds la tête depuis des années, que j'ai manipulé une femme mourante, et que je ne suis pas en état de gérer son héritage. Sa femme, ma sœur aînée, est assise à côté de lui, la main posée sur son dos, hochant la tête. Comme un métronome. Avez-vous déjà été assis dans un tribunal à regarder les personnes censées vous aimer se lever les unes après les autres pour jurer sous serment que vous êtes une menteuse, une voleuse, et que vous êtes probablement en train de sombrer dans la folie? Moi, oui. Et le plus étrange n'était pas là. Colère. C'était le silence soudain dans ma tête, comme si quelqu'un avait enfin baissé le son d'une télévision que j'étais forcée de regarder depuis 8 mois. Je m'appelle Adeline. J'ai 31 ans. Je travaille comme experte en audit judiciaire pour un cabinet de taille moyenne dans le centre de Lyon. Et 6 mois avant ce procès, j'avais enterré ma mère dans un cimetière en périphérie de Bron. Sur la pierre tombale, on peut lire « Marguerite Rose Holloway, 1952 à 2025 ». C'est moi qui ai choisi la police d'écriture. J'ai choisi les fleurs. J'ai choisi la tenue dans laquelle elle a été inhumée parce que ma sœur disait être trop bouleversée pour se rendre aux pompes funèbres. Et mon beau-frère, le docteur Preston Keane, disait qu'il avait des opérations enchaînées toute la semaine. Il n'était pas trop bouleversé pour lire le testament. Laissez-moi revenir en arrière. Ma mère nous a élevés, ma sœur Colette et moi, presque seuls après le départ de notre père en 1998. Elle était infirmière en pédiatrie. Elle travaillait de nuit, puis rentrait préparer des crêpes en forme de lapin parse. Qu'elle pensait que cela nous ferait oublier son absence. Colette a 8 ans de plus que moi. Quand j'avais 10 ans, elle était déjà partie pour ses études à Paris, puis son école d'infirmière, et enfin un internat à Lyon où elle a rencontré Preston. Il était interne en 3e année d'orthopédie, issu d'une famille qui passait ses étés à Deauville et qui utilisait le mot « estivé » sans aucune ironie. Colette l'a épousé quand j'avais 16 ans. Au mariage, il m'a appelée « la petite sœur » et m'a tapoté la tête comme si j'étais un golden retriever. J'aimais ma mère. Je veux que ce soit très clair, car tout ce qui suit n'a de sens que si vous comprenez cela. Je l'aimais comme on aime la personne qui vous a appris à lasser vos chaussures, à lire une ordonnance, à présenter des excuses quand vous avez tort. C'était moi qui l'emmenais à ses rendez-vous d'oncologie à l'hospice civil. C'était moi qui apprenais à refaire ses pansements. C'était moi qui dormais sur son canapé les 3 derniers mois de sa vie pour qu'elle ne se réveille pas seule. Colette a appelé 2 fois. Pendant toute cette période. Preston n'a jamais appelé. Ma mère est morte un mardi matin de mars, peu après 6 heures. Elle a serré ma main, a prononcé mon prénom, puis elle est partie, comme s'en vont les gens qui ont été fatigués. Pendant trop longtemps. Je suis restée avec elle 1 heure de plus avant d'appeler qui que ce soit. J'ai appelé ma sœur en premier. Elle a dit « Oh. Oh, Adeline. » Puis, 30 secondes plus tard, est-ce que tu sais si elle a mis à jour son testament? C'est là que j'ai compris. La deuxième fois. C'était lors de l'ouverture du testament, 9 jours plus tard, dans le cabinet de l'avocat de notre mère, maître Harold Brigg, qui connaissait notre famille depuis 1989. Ma mère avait laissé la maison à Bron, ses comptes épargne, retraite et une assurance vie à diviser équitablement entre Colette et moi. Juste. Attendu. Et puis, elle avait laissé autre chose, un trust séparé, alimenté par une indemnisation obtenue après une affaire de faute médicale. En 1994,
quand Colette et moi étions petites et qu'elle avait failli mourir d'un mauvais diagnostic. Ce trust avait fructifié pendant 31 ans. Au moment de la lecture, il représentait environ 3,3 millions d'euros. Elle m'avait légué tout. Ce trust, non pas pour punir Colette. La lettre jointe expliquait tout. Ma mère écrivait que Colette avait Preston, que Preston avait l'argent de sa famille, la maison à Lyon, la résidence secondaire, et les fonds pour les études de leurs 2 enfants. Ma mère écrivait qu'elle s'inquiétait pour moi parce que j'avais choisi une vie plus calme, et parce que j'avais été celle qui était restée. Elle écrivait qu'elle voulait m'offrir une sécurité. Elle écrivait qu'elle espérait que je m'en servirais pour enfin acheter mon propre chez moi et peut-être faire ce voyage à Kyoto dont je parlais depuis mes 22 ans. Colette est devenue livide. Preston est devenu écarlate. Maître Briggs continuait la lecture. À notre sortie du cabinet, Preston était déjà au téléphone. 2 semaines plus tard, j'étais assignée en justice. La requête, déposée devant le tribunal judiciaire, en termes juridiques doux que les avocats utilisent quand ils veulent détruire quelqu'un poliment, disait ceci: Adeline Holloway avait exercé une influence indue sur une femme âgée, mourante, sous médicaments et souffrant de troubles cognitifs. Adeline Holloway avait isolé la défunte de son autre fille. Adeline Holloway avait possiblement falsifié ou forcé la signature sur l'amendement du trust daté de janvier de cette année-là. Et c'est la partie qui m'a fait éclater de rire. Adeline Holloway était elle-même instable émotionnellement, avec des antécédents documentés de comportements erratiques et de troubles de l'humeur non diagnostiqués, comme attesté dans une lettre jointe en pièce C. La pièce C était signée par le docteur Preston Keane. Mon beau-frère avait rédigé une page sur papier en tête de l'hôpital décrivant mon état durant les dernières semaines de notre mère. Il écrivait que j'avais été visiblement dissociative, émotionnellement labile et que je montrais des signes compatibles avec un état maniaque ou hypomaniaque. Il écrivait que, selon son avis clinique, je n'étais pas une narratrice fiable des volontés de ma propre mère. Preston Keane, chirurgien orthopédiste. Il pose des prothèses de genoux. Il n'a jamais, de toute sa carrière, traité un seul patient psychiatrique. Il ne m'avait pas examiné. Il ne m'avait pas parlé depuis plus de 4 mois. La dernière conversation que nous avions eue, c'était à Noël, quand il m'avait demandé de passer la sauce au canneberge. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai lu le reste de la requête. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, et j'ai commencé à travailler. Voyez-vous, c'est ce que ma sœur et mon beau-frère ignoraient, ou n'avaient pas jugé utile de se souvenir. Je suis experte en audit judiciaire. Mon travail, 8 heures par jour, consiste à suivre l'argent à travers des systèmes spécifiquement conçus pour le rendre intraçable. Je traque le détournement de fonds. Je témoigne au tribunal à ce sujet. J'ai envoyé 3 personnes en prison. Ils pensaient poursuivre une jeune sœur endeuillée. Ils poursuivaient la mauvaise personne. J'aurais pu engager un avocat cette semaine-là, déposer une plainte reconventionnelle et tenter de négocier. C'est ce qu'une personne rationnelle aurait fait. Mais je ne me sentais pas rationnelle. Je ressentais quelque chose de plus froid, quelque chose qui s'était construit depuis l'enterrement de ma mère, quand j'avais vu Colette pleurer magnifiquement pour les caméras de sa belle famille, puis vérifier son téléphone pendant l'éloge funèbre. Je voulais plus que gagner. Je voulais comprendre exactement ce qu'ils avaient fait, je voulais en garder une trace, et je voulais remettre cette trace à un juge d'une manière qui ne puisse pas être contestée. J'ai donc engagé une avocate, Priya Mehta, qui avait traité
Une affaire similaire à l'une des miennes 2 ans auparavant, et je lui ai dit de tout faire traîner. Prendre les délais. Retarder les dépositions. Faire durer le plaisir. Entre-temps, je me suis mise au travail. La première chose que j'ai examinée, c'était la procuration que Colette détenait pour notre mère les 11 derniers mois de sa vie. Notre mère l'avait signée durant sa 2e cure de chimio, quand elle était épuisée, effrayée, et qu'elle voulait que quelqu'un puisse payer ses factures si elle ne le pouvait plus. Elle l'avait signée à la table de la cuisine, moi d'un côté, Colette de l'autre. Je me souviens avoir dit à ma mère qu'elle n'était pas obligée, et elle m'avait tapoté la main en disant que Colette était infirmière, qu'elle connaissait les hôpitaux. C'était bon. J'ai récupéré les relevés bancaires. J'avais l'autorisation en tant qu'exécutrice testamentaire, donc c'était légal. J'ai récupéré chaque relevé de chaque compte que ma mère avait détenu ces 3 dernières années. Je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune et un stylo rouge, et j'ai vérifié ligne par ligne. Durant les 11 derniers mois, le compte courant principal de ma mère avait été vidé de 142 000 € via des retraits et des virements que je ne pouvais relier à aucune de ses dépenses habituelles. Les retraits n'étaient pas assez importants pour déclencher des signalements automatiques. Ils étaient échelonnés. Ils étaient étiquetés avec des intitulés vagues, réparation, fourniture médicale, aide à domicile. Mais ma mère n'avait aucune aide à domicile payée par ce compte. J'étais son aide, et je n'étais pas payée. J'ai continué. Colette avait aussi une signature sur un compte sur livret que ma mère utilisait comme épargne secondaire. Ce compte avait perdu 81 000 € sur la même période via 3 virements sortants, vers une société basée à Paris appelée Héritage Deauville, et une vers une facture de soins médicaux de conciergerie à Lyon appelée Bien-être Kin, qui, il s'est avéré, ne semblait avoir aucun patient réel, aucun personnel, ni aucune adresse réelle au-delà d'un numéro de suite dans un bâtiment qui abritait également un centre d'expédition. Bien-être Kin était enregistré en France au nom du docteur Preston Kin. J'ai fixé cette ligne pendant longtemps. Puis je me suis fait une tasse de thé et j'ai continué. J'ai fait cela pendant 5 mois. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas tout dit à Priya. Pas encore. J'ai répondu à leur demande de pièces lentement et poliment. J'ai laissé Preston soumettre une attestation supplémentaire dans laquelle il prétendait maintenant, sous serment, qu'il m'avait évalué informellement lors de réunions de famille. Et qu'il avait de graves préoccupations concernant mon état mental. J'ai laissé Colette donner une déposition dans laquelle elle pleurait sur la difficulté qu'elle avait eu à me regarder prendre le contrôle durant la maladie de notre mère, comment elle avait désespérément voulu être plus impliquée, mais que je l'avais repoussée. J'ai assisté à la déposition. Je n'ai pas réagi. Priya m'a passé un mot qui disait « Respire ». Ce que Colette et Preston ne savaient pas, c'est que j'avais déjà assigné 3 ans d'archives de « Héritage Deauville ». J'avais déjà croisé les dates des virements avec le planning opératoire public de Preston à son hôpital. Donc, je savais quand il était au bloc et quand il était, disons, à signer des papiers à Paris. J'avais déjà trouvé l'agent enregistré de la société, et par lui, les 2 autres sociétés écrans que Preston utilisait pour déplacer l'argent. J'avais trouvé les paiements qu'il avait acheminés via ces sociétés vers un bijoutier à Paris, un courtier en Yotakan, et un entrepreneur à Deauville qui, en ce moment même, rénovait un chalet d'amis sur une propriété dont ma sœur ne savait pas que son mari était propriétaire. J'avais aussi trouvé autre chose, quelque chose qui transformait l'affaire d'un simple conflit familial en quelque chose dont un procureur fédéral voudrait entendre parler, mais je gardais cela pour plus tard.
J'ai gardé une chose pour moi. Pendant ces 5 mois, je suis allée sur la tombe de ma mère chaque dimanche. J'emmenais ses fleurs préférées, des pivoines quand j'en trouvais, des roses blanches sinon, et je m'asseyais sur le banc près d'eux. Sa pierre tombale et je lui parlais. Je lui disais ce que je trouvais. Je lui disais que j'étais désolée d'en être arrivée là. Je lui disais que Colette était sa fille aussi, et que je savais qu'elle aurait voulu que je sois indulgente. Je lui disais que j'allais être indulgente, jusqu'au moment où je ne le serais plus. L'audience était fixée un jeudi d'octobre. La salle d'audience à Lyon était petite, lambrissée de bois, avec une fenêtre donnant sur le parking. Le juge Imon Fitzwilliam présidait. Il avait la soixantaine, les cheveux argentés, avec un visage qui avait entendu toutes les excuses qu'un être humain pouvait produire. Priya m'avait dit qu'il n'aimait pas le théâtre. Je lui ai dit que c'était parfait. Nous n'étions pas venus pour faire du théâtre. L'avocat de Colette a commencé. Il a exposé leur dossier à grands traits, une famille endeuillée, une jeune sœur perturbée, un amendement de trust suspect de dernière minute, une mère trop malade pour savoir ce qu'elle signait. Il a appelé Colette à la barre. Elle a pleuré sur commande. Elle a dit qu'elle voulait juste ce qui était juste, ce que leur mère aurait vraiment voulu si elle avait été elle-même. Puis il a appelé Preston. Preston s'est approché de la barre avec la démarche confiante d'un homme à qui on n'a jamais dit non dans un tribunal, ou peut-être nulle part ailleurs. Il a prêté serment. Il a ajusté sa cravate. Il a regardé le juge avec la chaleur professionnelle qu'il utilisait probablement sur les patients nerveux avant des prothèses de genoux. Leur avocat lui a demandé de décrire ses qualifications professionnelles. Il l'a fait, en détail. Fac de médecine, grand hôpital, chirurgien orthopédiste certifié, 21 ans de pratique. On lui a demandé s'il avait formé une opinion clinique sur mon état mental durant la maladie de notre mère. Il a dit que oui. Il a décrit mes symptômes. Regard vide, comportement de soins intrusifs, irritabilité. Il a dit qu'il était profondément préoccupé pour mon bien-être. Il a dit qu'il avait fait part de ses préoccupations à ma sœur à plusieurs reprises, mais que j'avais refusé de chercher de l'aide. Il a dit, et là, il m'a regardé directement, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié, qu'il espérait, quel que soit le résultat aujourd'hui, que j'obtiendrais enfin le traitement dont j'avais besoin. Ma sœur pleurait ouvertement dans la salle. Priya s'est levée pour le contre-interrogatoire. C'est une petite femme avec une voix très douce, ce qui, j'en suis venue à croire, est l'une de ses armes les plus efficaces. Elle s'est dirigée vers le pupitre. Elle a demandé au docteur, Kin très poliment de confirmer quelques points. Sa spécialité, chirurgie orthopédique. Sa formation en psychiatrie, une rotation unique à la fac de médecine, il y a 24 ans. Le nombre total de patients psychiatriques qu'il avait diagnostiqués ou traités dans sa carrière. Il a fait une pause. Il a dit, je ne vois pas bien où vous voulez en venir. Priya lui a redemandé, le nombre de patients psychiatriques qu'il avait jamais diagnostiqués ou traités. Il a dit aucun à titre formel, mais elle a demandé s'il avait jamais conduit une évaluation psychiatrique formelle de moi. Il a dit non. Elle a demandé si j'avais jamais été sa patiente de quelque manière que ce soit. Il a dit non. Elle a demandé s'il avait consulté mes dossiers médicaux avant de signer l'attestation jointe à la requête. Il a dit qu'il n'y avait pas eu accès. Elle a demandé comment, alors, il en était arrivé à une opinion clinique assez détaillée pour être soumise à un tribunal sous serment. Il a dit,
après une pause un peu trop longue, en tant que médecin et en tant que membre de la famille, j'ai senti que j'avais le devoir. 2. Priya a interrompu, très doucement. Elle a dit, Docteur Keane, vous êtes conscient, n'est-ce pas, que diagnostiquer un patient que vous n'avez pas examiné est une violation du code de déontologie médicale? La couleur de Preston a changé. C'était subtil, mais je l'ai vu. Il a dit qu'il n'avait pas émis de diagnostic formel. Il avait simplement exprimé des préoccupations. Priya a pris son attestation. Elle en a lu un passage à voix haute. Selon mon avis clinique, Adeline Holloway présente des symptômes compatibles avec un trouble de l'humeur de nature bipolaire ou cyclotimique, et sa capacité de jugement fiable durant les dernières semaines de la vie de sa mère devrait être considérée comme significativement altérée. Priya a posé le papier. Elle lui a demandé d'expliquer comment cette phrase n'était rien d'autre qu'une opinion clinique formelle soumise sous serment à propos d'une personne qu'il n'avait jamais examinée. Preston n'avait pas de bonne réponse. Priya s'est rasseignée. Puis elle s'est relevée car nous n'avions pas fini. Elle a demandé au tribunal la permission d'ajouter une série de documents qu'elle avait préparés. Le juge a hoché la tête. L'huissier a distribué des copies. J'ai regardé le visage de l'avocat de Colette alors qu'il lisait. J'ai regardé celui de ma sœur alors qu'elle regardait par-dessus son épaule. J'ai regardé celui de Preston là-haut à la barre, alors qu'il réalisait ce qu'il regardait. Priya l'a guidé doucement à travers tout cela. Les relevés bancaires, les virements, la société. Écran, la deuxième, la troisième, la conciergerie médicale sans patient, le bijoutier, le courtier en yacht, l'entrepreneur de Deauville, les reçus, les horodatage. Le planning chirurgical croisé qui prouvait qu'il avait personnellement signé pour un chèque certifié le jour où il avait prétendu, dans une déposition séparée, être en chirurgie d'urgence. Elle lui a demandé, très doucement, d'expliquer au tribunal ce qu'était Bien-être Keane. Il a dit que c'était une société de conseil en bien-être. Elle lui a demandé de décrire ses clients. Il a dit qu'il ne pouvait pas divulguer cette information. Elle a demandé si sa défunte belle-mère, Marguerite Holloway, avait été une cliente. Il a dit qu'il n'était pas sûr. Priya lui a tendu une copie d'une facture. Sa signature était en bas. La facture était de 38 000 €, débitée sur le compte d'épargne de ma mère pour des services de consultation en oncologie intégrative. À une date où ma mère était en soins palliatifs, et où Preston, selon son propre calendrier, était aux Caraïbes. Le juge Fitzwilliam était resté silencieux pendant un long moment. Il se penchait en avant maintenant, légèrement, les coudes sur le banc. Il a enlevé ses lunettes. Il les a pliées. Il les a posées sur le buvard devant lui. Il a regardé Preston. Il a regardé ma sœur. Il a regardé moi. Puis il a regardé à nouveau Preston. Il a dit, Docteur Keane, vous êtes venu dans ce tribunal aujourd'hui et vous avez juré sous serment que votre belle-sœur était mentalement inapte. Vous avez signé une attestation sur papier à en-tête d'hôpital faisant des affirmations cliniques sur une personne que vous n'avez jamais examinée. Et il apparaît des preuves qui viennent d'être versées au dossier que, durant la période où vous exprimiez ces prétendues préoccupations, vous déplaciez l'argent de votre belle-mère mourante vers des sociétés écrans que vous contrôlez. Est-ce que j'ai résumé cela correctement? La salle d'audience était parfaitement silencieuse. Preston a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Le juge Fitzwilliam a dit, je prendrai cela pour un oui. Il s'est tourné vers l'avocat de Colette. Il a dit que la requête était rejetée.
Il a dit que le trust devait rester intact et administré par Adeline Holloway en tant que seule bénéficiaire, conformément aux volontés clairement documentées de la défunte. Il a dit qu'il transmettait l'attestation du docteur Keane, ainsi que les preuves financières, au bureau du procureur pour examen, et qu'il transmettait également la conduite du médecin au conseil de l'ordre des médecins, et que, compte tenu des activités de virement, les autorités fédérales pourraient également vouloir s'y intéresser. Il a dit. L'audience est levée. Il a ramassé ses lunettes, les a remises et est sorti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. Priya a touché mon coude. De l'autre côté de l'allée, ma sœur regardait son mari comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Preston était toujours assis à la barre des témoins, et il avait l'expression la plus étrange, pas de la colère, même pas de la peur, juste une sorte de vide qui s'installait, comme un homme qui vient de découvrir que le sol sur lequel il marche depuis 20 ans n'est pas vraiment un sol. Je voudrais vous dire que je me suis sentie triomphante. Ce n'était pas le cas. Je me sentais fatiguée, de la même façon spécifique dont je m'étais sentie fatiguée le matin où ma mère est morte. Je suis sortie du tribunal vers le parking, et je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment avant de pouvoir tourner la clé. Dans les mois qui ont suivi, les choses se sont passées comme je les avais préparées. Le procureur a ouvert une enquête. Preston a été mis en examen pour fraude et abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Le Conseil de l'ordre a suspendu sa licence en attendant l'examen, et 8 mois plus tard, l'a révoqué définitivement. Le chalet de Deauville, il s'est avéré, n'était pas la seule chose. Il y avait d'autres propriétés, d'autres comptes, des choses que Colette n'avait jamais connues. Elle a demandé le divorce la semaine après la mise en examen. Elle a gardé la maison à Lyon. Elle ne m'a pas appelé pendant longtemps. L'argent du trust de ma mère est toujours là où il était. Je n'ai pas voulu y toucher. J'ai utilisé une petite partie pour rembourser le prêt d'une petite maison style normand à East Greenwich avec un jardin assez grand pour mes plantations, et j'ai emménagé avec le chat que ma mère avait laissé derrière elle, une écaille de tortue de 17 ans nommée Béatrice. J'ai fini par faire ce voyage à Kyoto. J'ai emporté les lunettes de lecture de ma mère avec moi dans mon bagage à main, et je me suis assise dans un salon de thé à Gion par une après-midi froide, et je lui ai dit doucement que je l'avais fait. J'étais partie. 11 mois après l'audience, Colette m'a appelé. Elle était dans sa voiture sur un parking quelque part, et elle pleurait. Elle a dit qu'elle n'était au courant de rien, des comptes, des sociétés écrans, de ce que Preston avait écrit sur moi. Elle a dit qu'elle l'avait cru quand il disait que je n'allais pas bien. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle l'a répété encore. Et encore. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave. Parce que ça l'était, mais j'ai dit que je la rencontrerais pour prendre un café. Le mois prochain à Bron, près du cimetière de notre mère. Nous y irons ensemble. Et nous apporterons des roses blanches, parce que notre mère aimait les roses blanches, et nous resterons là aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne sais pas si nous pourrons redevenir sœurs, pas comme nous l'étions quand nous étions petites et qu'elle me tressait les cheveux avant l'école. Je ne sais pas si cette version de nous reviendra un jour, mais je sais que notre mère aurait voulu que j'essaie. Et je sais que la chose que j'ai apprise durant ces 5 mois à ma table de cuisine avec les relevés bancaires et le stylo rouge, c'est que la patience n'est pas la même chose que le pardon, et que la preuve n'est pas la même chose que la colère. Et que la personne la plus calme dans une pièce est très souvent celle qui a prêté le plus d'attention. Je m'appelle Adeline Holloway. J'ai 31 ans. J'ai enterré ma mère un matin froid de mars, puis j'ai
Passé 5 mois à écouter des gens raconter dans une salle d'audience que je perdais la tête. Je ne la perdais pas. Je ne faisais que compter.